L'appel est arrivé juste après que Gabriel ait enfin installé ses 3 enfants. Malia et Mason, les jumeaux de 5 ans, étaient sur le canapé en train de regarder des dessins animés, et Léla, 2 ans, venait de s'endormir dans son berceau. Gabriel était en train de plier son linge lorsque son téléphone a lâché. C'était le patron de Malik, à Atlanta. Sa voix était tendue, presque effrayée. « Gabriel, je déteste te l'annoncer au téléphone, mais il y a eu un accident. Le bateau sur lequel se trouvait Malik a coulé au large de Miami. On a retrouvé son portefeuille et ses effets personnels flottants, mais pas de corps. » Gabriel en a eu le souffle coupé. « Quoi ?» murmura-t-elle. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je suis vraiment désolé, dit-il doucement. La ligne se tut. Son cœur se serra. Le linge lui tomba des mains. Tout dans la pièce se brouilla tandis que les mots « personne » résonnaient dans sa tête. Elle tomba à genoux, incapable de parler. Au fond, Mason demanda « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais Gabriel ne put répondre, car à cet instant, son monde s'écroula autour d'elle. Et ses enfants ne savaient même pas encore que leur père était parti. Les heures qui suivirent l'appel furent floues. Gabriel se souvenait à peine d'avoir rampé jusqu'au salon, où ses jumeaux attendaient leur histoire du soir. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. Mason leva les yeux écarquillés. « Maman, pourquoi pleures-tu » Malia se rapprocha et la serra contre elle. Gabriel se força à parler. « Il y a eu un accident. Papa ne rentre pas. » Les jumelles clignèrent des yeux, perplexes. « Que voulez-vous dire » murmura Malia. Gabriel se mordit la lèvre jusqu'au sang. « Papa est au paradis, ma puce. » Le visage de Mason se décomposa, mais il promit de nous rapporter des coquillages de la plage. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Le lendemain matin, Gabriel essaya de se reprendre. Elle prépara les repas de l'école, brossa les cheveux de Malia et attacha les baskets de Mason d'une main tremblante. Les jumeaux restèrent assis en silence dans la voiture, regardant par la fenêtre comme si quelque chose avait été gravé dans leur cœur. À l'école, Malia s'accrochait à la jambe de sa mère et sanglotait sans retenue. « Et si papa revenait et qu'on n'était pas là » criait-elle. Mason refusait de quitter la voiture. Gabriel dut le porter à l'intérieur, s'excusant auprès de l'institutrice, les larmes aux yeux. À la maison, la petite Léla refusait son biberon, gémissant comme si elle sentait le changement dans l'air. Quelque chose avait disparu, quelque chose de cassé. Les jours se sont transformés en semaines, et le chagrin s'est enraciné comme une liane. Gabriel s'efforçait de maintenir une routine. Prière du matin, dessins animés, devoirs, mais les enfants n'étaient plus les mêmes. Malia commença à faire des cauchemars et se réveilla en hurlant pour appeler son père. Mason, autrefois joyeux et curieux, parlait à peine. Il arrêta de manger ses céréales préférées. Il pleurait quand Gabriel le serrait dans ses bras, comme si le toucher lui rappelait ce qu'il avait perdu. À la garderie, Léla commençait à frapper les autres enfants et ne laissait personne d'autre que Gabriel la tenir dans ses bras. Gabriel essaya la thérapie, les histoires du soir, les berceuses. Rien n'y fit. Elle avait l'impression de se noyer dans leur tristesse et la sienne. Gabriel se débattait en silence. Le soir, quand les enfants s'endormaient enfin, elle se blottissait sur le canapé et sanglotait dans un oreiller. Elle criait doucement dans les couvertures pour que les enfants ne l'entendent pas. Ses bras lui faisaient mal à force de les tenir toute la journée. Son esprit était submergé par la culpabilité, les regrets et l'épuisement. Elle n'avait même pas pu organiser d'enterrement. Comment faire le deuil d'un homme dont le corps n'a jamais été retrouvé ? Malik était parti sans laisser de traces, la laissant seule pour élever son enfant et faire comme si elle ne s'effondrait pas. Les factures s'accumulaient. Son employeur menaçait de la licencier si elle ne revenait pas rapidement. Mais chaque matin, Gabriel se levait, préparait le petit déjeuner et préparait ses cartables, car elle y était obligée. Elle était tout ce qu'ils avaient. À l'école, les professeurs remarquèrent les changements. Mason, autrefois impatient de répondre aux questions et de montrer ses dessins, restait maintenant assis tranquillement à son bureau, le regard vide. Il fixa l'horloge pendant de longs moments, parfois sans répondre quand on lui parlait. Son professeur appela Gabriel. « Il est là, mais il n'est pas là » dit-elle doucement. Malia n'allait pas beaucoup mieux. Elle pleurait pendant la récréation, paniquait quand sa mère n'était pas là pour venir la chercher et se mettait à bégayer lorsqu'on lui demandait de parler en classe.
Gabriel essayait de leur expliquer que le deuil prenait du temps. Mais comment expliquer le deuil à des enfants de 5 ans? Comment leur dire que l'homme qui leur tenait la main sur les parkings ne reviendrait jamais? Gabriel a rencontré le conseiller d'orientation qui lui a recommandé l'art-thérapie. Peut-être que les jumelles peuvent exprimer ce qu'elles ne peuvent pas dire, a-t-elle dit. Gabriel a acquiescé, même si elle n'en avait pas les moyens. Elle décrochait des contrats de design freelance supplémentaires le soir, survivant avec 4 heures de sommeil et du café tiède. Entre-temps, Léla avait arrêté de dire « dada ». Elle venait d'apprendre ce mot avant la mort de Malik. Maintenant, elle pleurait chaque fois que Gabriel quittait la pièce. « Tu es tout ce que j'ai, maman », murmura Malia un soir en enlaçant la taille de Gabriel. Cette phrase résonna dans ses os. C'était à la fois un réconfort et un poids écrasant. La famille de Malik lui offrit de superficielles condoléances, puis se tut. Sa mère lui avait envoyé un plat et ne l'avait plus jamais rappelé. Son cousin lui avait envoyé un SMS. L'homme qu'elle avait aimé, qui avait juré de ne jamais la quitter, avait disparu non seulement de chez elle, mais aussi de leur vie, et apparemment aussi de la mémoire de tous. Gabriel se couchait avec une photo de lui à ses côtés, non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment parti. Sa voix hantait ses rêves. Parfois, elle se réveillait en se penchant vers l'autre côté du lit, se rappelant qu'il l'avait laissée dans un océan de chagrin et de questions sans réponse. Un matin particulièrement difficile, Mason refusa de s'habiller. « Pourquoi dois-je aller à l'école alors que papa n'est même plus en vie » cria-t-il. Gabriel s'agenouilla près de lui, les larmes aux yeux. « Parce que papa voudrait que tu grandisses fort » dit-elle, même si elle n'était plus sûre d'y croire. Malia pleurait, ne se souvenant plus du son de son rire. Léla s'accrochait à sa jambe en essayant de préparer le petit déjeuner, hurlant si Gabriel s'éloignait ne serait-ce que d'un pas. Ce matin-là, Gabriel était assise par terre dans la cuisine, tenant ses 3 enfants dans ses bras. Ils pleuraient ensemble, pour se briser par un homme qui avait choisi la fuite plutôt que l'amour. Malgré l'obscurité, Gabriel refusait de se laisser engloutir. Elle s'est tournée vers un groupe de soutien pour veuves, même si elle n'en faisait pas partie. Les témoignages l'ont aidée, certains pires, d'autres plus, mais tous étaient empreints d'une résilience douloureuse. Elle s'est retrouvée à écrire à nouveau un journal le soir, écrivant à Malik des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Elle l'a fait pour elle-même, pour les morceaux d'elle qui avaient besoin de crier. « Tu ne m'as pas seulement abandonné », a-t-elle écrit. « Tu as abandonné nos bébés. Ils pleurent pour toi tous les soirs. Est-ce que ça t'intéresse vraiment ?» Elle fixait le plafond pendant des heures, le silence dans la pièce plus fort que n'importe quel au revoir. Gabriel a finalement repris le télétravail, jonglant entre les échéances des projets, les réunions parents-professeurs virtuels, les rendez-vous thérapeutiques et les terreurs nocturnes. Certains jours, elle fonctionnait comme une machine. D'autres jours, elle ne se souvenait plus si elle avait mangé. Elle persévérait parce que les enfants avaient besoin d'elle. Mason commença à dessiner des bateaux en feu. Malia écrivit des histoires de pères partis, mais jamais vraiment morts. Léla, toujours incapable de formuler des phrases complètes, se promenait en tenant un vieux t-shirt de Malik, suçant son pouce tout en le faisant glisser sur le sol comme une couverture. Chaque pièce de la maison était lourde d'absence. 3 semaines après la mort de Malik, Gabriel reçut un message de sa meilleure amie Ciara. Au début, c'était informel. « Tu te souviens de cette robe à fleurs extravagante que je portais à Aruba ? Regarde qui j'ai aperçu en arrière-plan. » Gabriel a cliqué sur l'image avec une légère curiosité, jusqu'à en perdre le souffle. Là, dans le flou, marchant main dans la main avec une autre femme, se trouvait Malik. Riant. Vivant. Pas un fantôme. Pas un rêve. Mais de la chair et de la trahison. Gabriel cligna des yeux, puis de nouveau. Mais l'homme qu'elle pleurait était là, bronzé et souriant comme un homme en vacances. Pas comme un homme qui a laissé derrière lui une famille en pleurs. Elle tomba par terre, tremblante, essayant de ne pas réveiller les enfants. La rage lui envahit la poitrine, si vive qu'elle lui coupait le souffle. Pendant tout ce temps, tandis que leurs enfants pleuraient jusqu'à s'endormir et suppliaient papa de leur raconter une dernière histoire, ils sirotaient des cocktails au paradis avec une autre femme. Son chagrin se transforma instantanément en incrédulité et en fureur. Elle serra sa poitrine, non pas de chagrin, mais d'une trahison si profonde qu'elle la brisa. Et pourtant, malgré sa rage, sa première pensée ne fut pas pour elle. C'était pour Mason. Malia.
Léla. Comment leur dirais-je que leur père leur a laissé croire qu'il était mort? Gabrielle n'a pas agi impulsivement. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé Malik. Elle a plutôt appelé Marcus Clay, un détective privé qu'elle avait trouvé en ligne, 5 étoiles et connu pour démasquer les tricheurs et les menteurs. Je dois retrouver un homme qui a simulé sa mort, dit-elle au téléphone. Il y eut un silence. Je t'écoute, répondit Marcus. Elle lui a envoyé la photo et, en quelques heures, il a confirmé ce que Gabrielle savait déjà. Malik était bel et bien vivant et séjournait dans un Airbnb en bord de mer à Aruba sous un faux nom. Il avait vidé leur compte commun 2 jours avant le voyage. Tout était prémédité. Pendant 2 jours, Gabrielle n'a rien dit aux enfants. Comment aurait-elle pu? Leur douleur était déjà insupportable. Comment dire aux enfants que leur père n'est pas mort, mais a choisi de les quitter? Qu'il les a laissés souffrir juste pour repartir avec quelqu'un d'autre? Elle se retenait, les serrant plus fort chaque nuit tandis qu'il pleurait. Elle passa ses journées à élaborer un plan avec Marcus. Ne le dénonce pas comme ça, lui dit Marcus. Fais en sorte que le monde te regarde. Gabrielle hocha la tête. Ce n'était pas la vengeance qu'elle recherchait, c'était la justice. Et plus encore, elle voulait que ses enfants sachent que leur douleur n'était pas vaine. Que la vérité, aussi horrible soit-elle, comptait toujours. Gabrielle décida de ne pas annoncer la nouvelle aux enfants avant d'avoir tout mis en place. Entre-temps, elle agissait avec calme et précision, contactant son avocat au sujet de la demande d'indemnisation de Malik, en suspens faute de corps. L'agent avait hésité à verser le montant, invoquant un décès non confirmé, et Gabrielle comprenait maintenant pourquoi. Elle a soumis discrètement les photos et, en quelques heures, l'assureur a gelé la demande et ouvert une enquête pour fraude. Le mensonge de Malik commençait à se défaire, mais même pendant que la procédure judiciaire avançait, le cœur de Gabrielle restait brisé. Non pas pour elle-même, mais pour les enfants qui attendaient encore les histoires du soir et rêvaient de la voix de leur père. Ce vendredi matin-là, Mason refusa d'aller à l'école. Il s'assit au bord du canapé, les bras croisés, le visage impassible. « Je m'en fiche si j'échoue », murmura-t-il. Rien n'a d'importance. Malia, qui adorait autrefois colorier, griffonnait maintenant des traits furieux sur le papier. « Je déteste l'océan », dit-elle soudain, surgit de nulle part. Il a volé papa. Léla, autrefois pleine d'énergie, gémissait maintenant sans cesse et s'accrochait à la jambe de Gabrielle, même dans la salle de bain. Gabrielle essayait de se retenir, mais ses entrailles tremblaient chaque fois qu'elle entendait le nom de Malik sortir de leurs lèvres. Elle avait besoin qu'ils sachent la vérité. Mais comment annoncer aux enfants que leur chagrin a été semé par celui qui était censé les protéger? La révélation est arrivée lorsque Gabrielle a reçu la confirmation des réservations pour le dîner d'anniversaire de Malik. Marcus avait appris par son réseau que la maîtresse de Malik, une agente immobilière nommée Raven, préparait une fête surprise pour lui à Miami. Gabrielle fixait le nom du restaurant, un restaurant chic où Malik lui avait promis de l'emmener. L'ironie était amère. « C'est ta chance », dit Marcus. « Nous diffuserons tout ça en toute discrétion et légalité. » Gabrielle hésitait, non pas par doute, mais par crainte des conséquences pour ses enfants. Ils avaient déjà fait leur deuil. Maintenant, il faudrait leur dire que leurs larmes avaient été un mensonge. La veille de l'exposition, Gabrielle a appelé ses enfants dans le salon. Elle les a assis sur le canapé, tenant une main de chaque jumeau tandis que Léla était assise sur ses genoux. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », a-t-elle commencé. Quelque chose de vraiment dur. Mason la regarda avec curiosité. Malia s'appuya contre son épaule. La voix de Gabrielle se brisa. « Papa n'est pas mort. » Ils la fixèrent, perplexes. « Il n'est pas mort. » Malia chuchota, « Alors où est-il » Gabrielle déglutit. Il fit semblant. « Il nous a quittés pour être avec quelqu'un d'autre. » Le visage de Mason s'est décomposé. Il a pleuré comme ça. Malia a crié. Il a menti. Léla a fondu en larmes. Gabrielle les serra dans ses bras tous les trois tandis qu'ils pleuraient et hurlaient. Cette nuit fut la plus dure de sa vie. Mais ce fut aussi le moment où ils cessèrent de pleurer un fantôme et commencèrent à guérir d'une trahison. Le lendemain, Gabrielle s'est envolée pour Miami avec Marcus et une petite équipe média, se faisant passer pour des vidéastes événementiels. Elle portait une combinaison noire et ses boucles naturelles étaient relevées. Elle n'avait pas la moindre envie de vengeance,
seulement de la détermination. À l'arrivée des invités, Gabriel s'installa dans un box caché, prêt à diffuser en direct. Les enfants restèrent avec Sierra, qui promit de les protéger des retombées publiques. Lorsque Malik entra dans le restaurant, rayonnant aux côtés de Raven, Gabriel appuya sur « Go Live ». Elle sortit de derrière les rideaux et marcha droit vers lui. « Joyeux anniversaire, Malik », dit-elle calmement et distinctement. Il se retourna en souriant jusqu'à ce qu'il la voie. Son visage devint blanc. Malik se figea tandis que la foule se tournait vers Gabriel. Raven, toujours souriante, une coupe de champagne à la main, semblait perplexe. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Gabriel ne broncha pas. Elle brandit son téléphone, montrant le nombre de téléspectateurs en direct qui se chiffrait déjà en milliers. « Voici mon mari », dit-elle à la salle. « Et il y a 3 semaines, on m'a annoncé qu'il était mort dans un tragique accident de bateau. » Les invités furent saisis d'un profond étonnement. Malik balbutia, sa voix à peine audible. « Gabi, attends, ce n'est pas le cas, mais c'était trop tard. » La vérité, la tromperie, la cruauté étaient déjà révélées. La vidéo capta tout. Le visage de Raven se décomposa, tandis qu'elle prenait conscience de la situation. Et Gabriel se redressa, non pas pour le drame, mais pour la justice. La sécurité fut appelée. Le chaos s'installa. Gabriel sortit calmement par la porte d'entrée, les caméras continuant de tourner, le flux en direct continuant de monter. « Il a laissé mes enfants pleurer », a-t-elle dit à un journaliste à l'extérieur. Il les a laissés pleurer un père qui n'était jamais mort. C'était tout simplement égoïste. À son retour à l'hôtel, la vidéo avait déjà été vue plus de 4 millions de fois. Blogueurs, médias et influenceurs l'ont partagée avec des légendes telles que « Une femme dénonce un mari infidèle qui a simulé la mort ». Et c'est la trahison la plus cruelle de l'année. Gabrielle n'a pas lu les commentaires. Elle est restée assise tranquillement, regardant une photo de ses enfants, et a murmuré « C'est fait ». À la fin de la semaine, Malik avait été arrêté pour fraude à l'assurance, falsification d'identité et mise en danger de la vie d'autrui. Raven a tenté de prétendre qu'elle n'en avait aucune idée, mais l'enquête a prouvé le contraire. Gabrielle n'a pas assisté au procès. Elle s'est concentrée sur les séances de thérapie pour les enfants qui s'adaptaient peu à peu à la vie avec la vérité. Mason avait arrêté de faire pipi au lit. Malia avait repris l'art-thérapie. Léla avait arrêté de trimballer le t-shirt de Malik. Gabriel les inscrivit dans une nouvelle école et emménagea dans un nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Un nouveau départ, même si les cicatrices persistaient. Un soir, Gabriel passa devant la chambre des jumeaux et entendit des rires, de vrais rires. Mason racontait une histoire et Malia riait. Léla sortit de sous une couverture et cria « Bouh !» Gabriel se tenait dans le couloir et pleurait, non pas de tristesse, mais de soulagement immense d'entendre à nouveau de la joie. Cela avait pris des mois, mais ses bébés guérissaient. Elle aussi. Elle se remit à écrire, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle appela son journal, La Veuve, qui n'était pas. Non pas pour revivre la douleur, mais pour se rappeler le chemin parcouru, sa force. Gabriel a finalement utilisé les fonds de l'assurance vie gelée, qui lui avaient été attribués suite à la fraude de Malik, pour créer une association à but non lucratif. Elle s'appelait Second Sunrise et se consacrait au soutien des parents célibataires abandonnés ou trompés. Elle a fait appel à des thérapeutes, des coachs en traumatologie et des avocats. Sa boîte mail s'est remplie de messages d'autres femmes, certaines veuves, d'autres trahies, toutes brisées à un moment ou à un autre. Gabrielle ne se considérait pas comme une héroïne. Elle n'était qu'une femme qui avait survécu à ce qui était censé la détruire. Et grâce à cela, elle avait trouvé quelque chose de plus fort que l'amour, un but. Les mois passèrent et le nom de Gabrielle se répandit discrètement dans les cercles de parents, les réseaux de soutien aux femmes et même dans les médias locaux. Elle a été invitée à prendre la parole lors d'une conférence pour les victimes de trahison conjugale à Atlanta. Debout à la tribune, elle a pris une inspiration et a déclaré « Vous n'avez pas seulement simulé sa mort, il a simulé un avenir. Mais j'ai donné à mon enfant quelque chose de réel auquel se raccrocher. » Ces paroles ont ému le public aux larmes. Plus tard, une femme s'est approchée d'elle et lui a murmuré « Je pensais être folle, mais votre histoire m'a sauvée. » Gabrielle a souri, réalisant que sa douleur était devenue un pont pour les autres. Mason s'est remis à dessiner des super-héros. Un soir, il a montré à Gabrielle le croquis d'une femme avec une cape et 3 enfants sous les bras.
C'est toi, a-t-il dit fièrement. Malia a peint un lever de soleil sur leur nouvelle maison. Tout va bien maintenant, dit-elle à sa mère. Léla, maintenant âgée de 3 ans, commençait enfin à former des phrases complètes, et sa préférée était « Maman forte ». Gabrielle s'accrochait à ces mots plus qu'à n'importe quel titre ou victoire judiciaire. Elle était restée forte, non pas par manque de choix, mais parce qu'elle refusait de se laisser définir par leur douleur. Un après-midi, alors qu'elle rangeait le placard de sa chambre, Gabrielle trouva une boîte contenant les vieilles affaires de Malik, son eau de Cologne, une cravate et des boutons de manchette. Elle la contempla un long moment avant de la porter à la poubelle. Le poids qui l'avait autrefois étouffée était désormais suffisamment léger pour qu'elle puisse le relâcher. Elle ne pleura pas, elle n'hésita pas. Il ne faisait plus partie de leur histoire. Le lendemain matin, elle et les enfants sont partis en excursion à la montagne. Ils ont fait de la randonnée, ri et fait griller des guimauves au coin du feu. Pas une seule mention de Malik, pas de tristesse, juste 4 personnes souriant sous le ciel ouvert. Gabrielle changea légalement son nom de famille et celui de ses enfants, non par dépit, mais par excès de pouvoir. Elle choisit un nouveau nom qui annonçait un nouveau jour. Leur carte d'identité, leur formulaire scolaire et leur courrier reflétaient désormais la vie qu'ils avaient reconstruite. Le procès de Malik s'est soldé par une peine de 12 ans de prison. Elle n'a pas assisté à l'audience. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà une vision de la fin, dans la façon dont Malia fredonnait en dessinant, dans le sourire de Mason lorsqu'il traversait la cour de récréation en courant, dans la voix de Léla qui disait « Je t'aime, maman », sans tristesse dans ses yeux. À l'occasion du premier anniversaire de la fausse mort de Malik, Gabrielle ne fit pas son deuil. Elle alluma une bougie, non pas en souvenir de qui il était, mais pour célébrer ce qu'ils étaient devenus sans lui. Tandis que ses enfants dansaient dans le salon au son de la douce musique diffusée par son téléphone, Gabrielle les regardait, pleine de tendresse. « On a réussi », murmura-t-elle. « On a vraiment réussi. » Cette nuit-là, elle a écrit sa dernière entrée de journal. « Il a essayé de disparaître, mais je me suis retrouvée. Et mes enfants, eux, n'ont pas perdu leur père. Ils ont trouvé une mère qui ne disparaîtrait jamais. » Partagez ceci avec vos amis et laissez-les discuter d'amour, de trahison et du pouvoir de la rédemption.